Oh là, tout de suite. Un champignon de feu au-dessus de Piatigorsk. Toute la ville a tremblé à cause de la puissante explosion à la station-service. La riposte pour les bombardements de l'Ukraine est déjà arrivée. Un des plus grands complexes chimiques de Russie est en feu. Les gars, l'azote, c'est vraiment la cata. Objectif, élimination. En ce moment même, les Russes calculent les coordonnées de la direction ukrainienne pour une destruction totale. Le Kremlin est divisé. On pousse Poutine vers 20 ans de guerre, tandis que Gerasimov se frotte les mains et prépare 2 vagues de mobilisation. La Biélorussie va attaquer l'Ukraine. Poutine a fait plier Loukachenko. L'Ukraine prépare la défense de Kiev et de Tchernihiv. La riposte sera puissante. Feu vert pour la Russie. Trump refuse de déployer des troupes en Pologne. La voie de l'armée russe vers les pays de l'OTAN est officiellement ouverte. L'offensive russe a été déjouée par la nouvelle tactique des forces armées ukrainiennes. Les commandants de Poutine achèvent brutalement leurs propres soldats avec des drones lorsqu'ils tentent de se rendre. Trump abandonne Taïwan. Le président américain a déclaré ouvertement qu'il ne défendrait pas l'île contre la Chine. Taipei a réagi fermement à cela. Bonjour à tous, je m'appelle Yulia Kohan et tout de suite, parlons de l'essentiel. Mais d'abord, mettez un like à cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour que nous ne nous perdions plus sur YouTube. Et nous commençons avec une nouvelle très chaude. La Russie est de nouveau en flammes. Cette fois, c'est le kraï de Stavropol qui s'est embrasé. Le 16 mai, une explosion a retenti dans une station-service de la ville russe de Piatigorsk. Un immense champignon de feu s'est élevé au-dessus de la ville. Selon les médias locaux, l'explosion s'est produite lors du déchargement d'un camion-citerne de gaz. Après cela, un incendie s'est déclaré, suivi d'une explosion. La cause, selon les premières informations, serait une violation des règles de sécurité. On sait que 2 personnes ont été blessées à cause de l'explosion. Les circonstances de l'incident et l'ampleur exacte des dégâts sont en cours de clarification. Quoi qu'il en soit, je n'y vois aucun inconvénient. Avouez que lorsque la Russie brûle et explose, c'est toujours spectaculaire. Pendant que le Kremlin trace des flèches victorieuses sur les cartes, nos drones de représailles infligent des frappes dévastatrices aux occupants en plein cœur de leur arrière. Les gars, il s'est vraiment passé quelque chose avec l'azote. Vraiment, les gars, c'est très sérieux avec l'azote. Le 16 mai, dans le kraï de Stavropol, le géant chimique Azote a pris feu dans la ville de Nevinomysk. C'est l'une des plus grandes entreprises chimiques de la région, qui fournit directement des composants à l'industrie de défense russe. En gros, ils ont laissé passer, ça a été touché et voilà. D'ailleurs, c'est déjà la 6e attaque contre cette usine. La veille, nos drones ont également frappé puissamment la raffinerie de Ryazan, l'une des plus importantes de Russie. Le canal Telegram Kremlievskaya Tabakerka écrit que l'industrie pétrolière et gazière russe continue de souffrir des attaques systématiques ukrainiennes. Les pertes réelles des plus grandes entreprises ne cessent d'augmenter chaque jour. Selon des sources, les hauts gradés militaires russes décident presque manuellement quels sites protéger aujourd'hui et lesquels laisser complètement sans défense. Plus de détails sur les frappes ukrainiennes sous sanction dans le reportage. Les drones ukrainiens de représailles ont pris leur envol en réponse aux bombardements monstrueux des villes ukrainiennes pacifiques les 13 et 14 mai, lors duquel le Kremlin a utilisé près de 900 drones. Les forces armées ukrainiennes ont lancé une opération spéciale dans le ciel de la Fédération de Russie et sur les territoires temporairement occupés. Au cours de la nuit du 15 mai, les drones SPS ont mené 55 frappes contre 23 cibles et installations militaires situées en profondeur opérationnelle dans les marais de Taganrog, Yeisk, sur le territoire temporairement occupé de la Crimée, ainsi que dans les régions de Donetsk, Zaporijia, Louhansk, y compris à Berdiansk, Melitopol, etc. À Yeisk, en Russie, les chaînes Telegram locales rapportent un incendie dans la zone de l'aérodrome. Toute la nuit, la défense antiaérienne y a été très active. Le voilà. Cependant, tous les efforts de la défense antiaérienne russe se sont révélés vains. Malgré un feu nourri, les drones ukrainiens des forces de système sans pilote ont atteint leur cible. Leur prise a été un avion amphibie unique, B-200 et un hélicoptère K-27 à Yeisk, ainsi que de nouveaux systèmes de défense antiaérienne.
Au matin du vendredi, l'ennemi avait perdu un système de défense anti-aérienne Tor M2 dans la région de Luhansk, un Pantsir SE en Crimée, ainsi qu'un autre navire cargo transportant des munitions à Berdiansk, dans la région de Zaporizhia. La défense anti-aérienne de Taganrog a également été très active dans la nuit de jeudi à vendredi. Quant aux habitants locaux, pour ne pas attirer les drones ukrainiens, ils se sont même mis à chuchoter. Bryansk non plus ne dort pas. Là-bas aussi, les drones ukrainiens font la loi dans le ciel. Cependant, cette fois, c'est Ryazan qui a été la plus touchée, bien qu'elle se trouve à près de 1000 km de Kiev. Je me réveille, il est 4 heures du matin. Je regarde par la fenêtre et je vois simplement ça. Juste de la fumée, quelque chose brûle et il y a eu une explosion avant. Je ne sais pas, pour être honnête avec vous. Désolé pour le langage, mais c'est le bordel. Des drones ukrainiens de représailles ont frappé la raffinerie de pétrole de Rosneft, l'une des plus grandes de Russie. Putain, regardez-moi ce bordel. Toute cette fumée vient de la raffinerie. Ça part là-bas, en gros. Selon les autorités locales, un incendie s'est déclaré sur le site. Cependant, les responsables russes ne disent rien sur l'ampleur de la situation. Pendant ce temps, les habitants de la ville ont pu voir à l'œil nu au moins 4 foyers d'incendie, dont 2 installations de traitement sous vide du pétrole en flammes, ce qui signifie que la raffinerie devra suspendre ses activités pour très longtemps, voire fermer définitivement. C'est là-bas qu'ils volent. Non, ils volent là-bas. Là, tu vois. C'est tout. Mais on ne la voit pas, putain, on ne voit rien. Là-bas, regarde. Pourquoi ils ne les abattent pas ? D'ailleurs, de plus en plus de Russes se posent la même question. Où est donc la fameuse défense anti-aérienne de Poutine et pourquoi ne protège-t-elle pas les sites importants contre les attaques de drones ukrainiens ? Et la réponse est très simple. Au lieu de défendre, ils terrorisent eux-mêmes leurs propres citoyens. Ainsi, dès le début de l'attaque, les forces de défense aérienne russes ont tiré directement sur un immeuble résidentiel au cœur de Ryazan. Putain, les gens, allez vous faire foutre. Chienne. Dans la vidéo, on entend clairement qu'il ne s'agit pas d'un drone. Il semblait que le système de défense aérienne russe ait délibérément frappé directement l'immeuble de grande hauteur. Mais ce n'était que le début. Ensuite, ce sont les opérateurs maladroits des moyens de guerre électroniques qui sont entrés en action. Ils ont réussi à dévier l'un des drones ukrainiens de sa trajectoire et l'ont dirigé droit sur le principal symbole de l'unité de Ryazan, le soi-disant tricolore, un immeuble aux couleurs du drapeau russe. Ces pauvres gens vraiment malheureux. Il serait impossible de concevoir une meilleure contre-publicité à la guerre électronique russe. L'immeuble tricolore à appartements multiples est visible de presque partout dans la ville. Et lorsque des nuages de fumée s'élèvent au-dessus, c'est encore plus vrai. Les gens partent tous. Putain de merde. À la suite des résidents de l'immeuble endommagé, tous les autres habitants de la ville ont également fui. Il semble que Ryazan répète le destin de Tuapse. Là-bas, il commence déjà à pleuvoir du pétrole et il est tout simplement impossible de respirer dans les rues. Tous ceux qui ne peuvent pas évacuer la ville ferment hermétiquement fenêtres et portes et observent avec horreur le nuage noir qui s'étend au-dessus de la ville. Pendant ce temps, les autorités locales se contentent de demander aux gens de ne pas paniquer, ou du moins de ne pas semer la panique sur l'internet, pas encore totalement bloqué. Quant au ministère russe de la Défense, il s'est contenté de déclarer que les forces de défense aérienne russes avaient abattu 355 drones ukrainiens pendant la nuit, oubliant de préciser qu'ils avaient eux-mêmes touché leurs propres immeubles résidentiels.
En lisant les commentaires sous les précédentes émissions, je vois que beaucoup d'entre vous nous regardent depuis l'Europe, le Kazakhstan, la Moldavie et même les États-Unis. Nous, les Ukrainiens, vous remercions pour votre soutien et sommes fiers d'avoir des spectateurs aussi sensés. Écrivez sous cette émission depuis quel pays vous nous regardez et si, chez vous, on soutient notre lutte contre l'empire du mal. Je lis toujours vos commentaires avec plaisir et pendant ce temps, nous continuons avec la suite la plus intéressante. La menace venant de la Biélorussie n'a pas disparu. Poutine continue d'essayer d'entraîner Loukachenko complètement dans la guerre. Selon le président Volodymyr Zelensky, la veille, le Kremlin a mené des négociations supplémentaires à ce sujet avec le dictateur biélorusse. Le régime du Kremlin prévoit d'utiliser la Biélorussie dans une opération sur l'axe Tchernihiv-Kiev ou contre l'un des pays de l'OTAN. Bien sûr, nous continuerons à défendre l'Ukraine, à protéger notre peuple, les Ukrainiens. J'ai chargé nos forces de défense et de sécurité de l'Ukraine de préparer un plan de réaction et lors de l'état-major, nous l'examinerons et l'approuverons. Nous allons renforcer l'axe Tchernihiv-Kiev. Les partenaires savent aussi ce qui se passe et vers quoi on pousse la Biélorussie. Et voilà qu'au milieu de l'activité croissante de la Russie en Biélorussie, l'Amérique semble offrir de plus en plus d'opportunités à Poutine. Donald Trump retire les troupes d'Europe. Il y a quelques jours, Washington a annulé le transfert de 4000 militaires en Pologne. Les médias rapportent que même au Pentagone, cette décision a surpris. Les États-Unis d'Amérique ont reporté l'envoi en Pologne de la 2e brigade blindée de la 1re division de cavalerie, qui devait y arriver dans le cadre d'une rotation planifiée des troupes. Il est à noter que cette décision a été prise par le ministère de la Défense des États-Unis conformément au plan du président Donald Trump visant à réduire le contingent militaire en Europe, mais elle a néanmoins pris de court certains responsables militaires. De plus, les États-Unis retirent une partie de leur contingent d'Allemagne qui est responsable de l'utilisation de missiles à longue portée. Actuellement, il est question de 5000 militaires, mais Trump a déjà déclaré que le nombre final serait plus élevé. Mais revenons au plan des Russes. Outre la carte biélorusse, le Kremlin prévoit également de jouer la carte des frappes contre les centres de prise de décision à Kiev. Ce dont parlaient Poutine et ses sbires n'est pas simplement une histoire pour faire peur, mais bien un plan tout à fait réel. Quant à ces fameuses lignes rouges, permettez-moi de garder cela pour moi, car de notre côté, cela signifiera des actions suffisamment fermes, précisément contre ces centres de prise de décision dont j'ai déjà parlé et que vous avez mentionnés. La direction principale du renseignement a obtenu des documents indiquant la préparation d'une série de frappes contre les soi-disant centres de prise de décision, y compris des dizaines de centres politiques et de postes militaires. En particulier, la liste des cibles des Russes comprend l'administration présidentielle, la résidence d'État et même le bunker du bureau du président. Des frappes contre Kiev et d'autres de nos villes, contre des sites politiques et militaires où pourrait se trouver le commandement de l'armée et le gouvernement. Et ici, sur la rue Bankova. Ils ont élaboré ce plan depuis longtemps. Maintenant, après l'Iran, ils sont redevenus plus actifs. Ils cherchent où nous nous trouvons. Il en va de même pour d'autres représentants du commandement du renseignement ukrainien et de nos services spéciaux. Certaines personnes, là-bas, à Moscou, ne comprenaient pas que les Ukrainiens ne renonceraient jamais à leur indépendance. Et dans tous les cas, sur la rue Bankova ou ailleurs, nous ne céderons pas notre terre, notre souveraineté, notre État. Le tableau qui se dessine n'est pas du tout réjouissant. Et selon vous, quel point du plan la Fédération de Russie commencera-t-elle à mettre en œuvre en premier? Des frappes sur la rue Bankova ou une offensive sur Kiev? Et si c'est une offensive, viendra-t-elle de la Biélorussie vers l'Ukraine ou vers l'un des pays de l'OTAN? Écrivez-nous. Et passons aux nouvelles du front. Grâce à une nouvelle tactique, l'Ukraine a stoppé l'avancée des occupants. C'est ce qu'écrit le Washington Times. Comme le souligne le journal, l'un des principaux facteurs a été l'utilisation active de drones et de technologies de combat modernes. Oui, le front reste sous forte pression, mais la situation ne semble plus aussi critique qu'au cours des combats hivernaux épuisants. Et quelques mots sur les fake news des Russes. Malgré les déclarations des occupants concernant la prise du village de Malaya Karchakovka dans la région de Soumy, celui-ci reste sous le contrôle des parachutistes ukrainiens et d'autres unités. C'est ce qu'a déclaré la 71e brigade mécanisée. Plus d'informations sur la situation au front, en particulier sur la tête de pont d'Uspenskoï dans la direction de Zaporijia, sont données par un militaire ukrainien avec l'indicatif Mouchnoï. Selon lui, sur ce secteur, nos soldats de la 82e brigade d'assaut aéroportée, unité Wild Division, ont mené un travail intense et précis sur les lieux de rassemblement de l'ennemi.
Parallèlement à cela, nos forces ont également frappé plusieurs autres bâtiments dans le secteur, où les adversaires cachèrent de l'infanterie, des munitions et se préparaient à de nouvelles incursions et infiltrations vers nos positions. L'ennemi tentait de disperser son personnel dans des abris et des bâtiments afin de compliquer leur détection. Cependant, la reconnaissance aérienne et les pilotes ont agi avec précision. Une partie des abris a été démantelée directement pendant la préparation des actions d'assaut. Dans l'ensemble, l'ennemi continue d'agir en petits groupes, accumulant des forces plus près de la ligne de contact. Mais les frappes régulières sur les lieux de concentration l'empêchent de former tranquillement un point de frappe. Nos unités gardent la situation sous contrôle et éliminent méthodiquement les ports qui tentent de s'installer ou de se préparer à une percée. Selon le militaire, la situation reste également difficile dans la direction d'Alexandrovsk, dans la région de Dnipropetrovsk. L'ennemi a commencé à ratisser plus activement notre arrière avec des frappes aériennes. L'aviation de bombardement de la 11e armée de la garde des forces aériennes russes a frappé la localité de Chaplina. L'ennemi vérifie manifestement les localités plus importantes pour détecter la présence de concentrations de personnel, de points d'approvisionnement en munitions, de matériel et de nœuds logistiques. C'est déjà une tentative d'identifier les points faibles dans notre structure arrière et de créer une pression constante, même au-delà de la ligne de front directe. L'ennemi essaie d'agir non seulement sur la ligne de front, mais aussi de frapper la logistique afin de compliquer les rotations, l'acheminement des munitions et l'évacuation. Si de telles frappes deviennent systématiques, il faudra changer les approches en matière de camouflage, de concentration et de déplacement dans la zone proche du front. En plus du composant aérien, l'ennemi a intensifié l'utilisation de drones FPV contre nos véhicules légers, déjà plus près de la ligne de contact. L'accent principal est mis sur la destruction des pick-up, fourgonnettes, quads ou de toute logistique mobile opérant entre les positions. L'ennemi tente de paralyser les livraisons mobiles de petite taille et de forcer le personnel à se déplacer plus lentement et prudemment. En fait, ils combinent actuellement des frappes aériennes en profondeur avec une pression constante des drones FPV dans la zone tactique afin de frapper simultanément l'arrière et le soutien avancé. Et encore un mot sur qui sont les Russes. L'ennemi a éliminé 2 de ses propres soldats qui avaient décidé de déposer les armes et de se rendre. Le crime de guerre a été enregistré par un drone de l'unité Pegasus de la 1e brigade mécanisée lourde indépendante. Et encore quelques mots sur des nouvelles positives. Des images sont apparues en ligne montrant les drones de la brigade Frontière d'Acier pénétrant dans l'espace aérien russe. Dans les directions de Koursk et de Severoslobodsk, les opérateurs de la brigade ont détruit 2 abris. Ils ont également touché 2 véhicules, une antenne et un quad ennemi. Des images épiques à suivre. Je ne cesse d'admirer le courage et l'héroïsme des soldats ukrainiens. Ils tiennent la ligne de front et résistent à une immense horde qui les surpasse largement en nombre. C'est pourquoi j'appelle à soutenir les forces armées ukrainiennes et si vous n'avez pas la possibilité de le faire financièrement, écrivez-leur des mots de soutien dans les commentaires. Je sais qu'ils nous regardent. Comme on dit, on a ramé et sur la rive, vous savez bien. Eh bien, cela concerne les Russes. Comme le rapporte la chaîne Telegram Kremlievskaya Tabakerka, il y a une division dans l'entourage de Poutine à cause de la soi-disant opération militaire spéciale. Oui, vous avez bien entendu. Une division à cause de la soi-disant opération militaire spéciale. Dans le même temps, le chef de l'état-major russe, Valery Gerasimov, se réjouit et attend 2 vagues de mobilisation cette année. Selon plusieurs sources au Kremlin, les proches du dictateur Poutine sont de plus en plus divisés sur la question de savoir s'il faut poursuivre cette opération militaire spéciale pendant de nombreuses années encore ou y mettre fin prochainement. Les partisans de la poursuite des hostilités sont convaincus que la Russie doit se battre pendant 10, voire 20 ans et affirment que Poutine partage ce point de vue. Vladimir Vladimirovitch a évoqué des tendances positives dans l'économie, ce qui signifie que nous sommes prêts à nous battre encore longtemps. Nous préparerons la société à l'idée que l'opération militaire spéciale pourrait durer encore au moins de 5 à 10 ans et tout ira bien, a souligné notre source au Kremlin qui fait partie de ses partisans. Dans le même temps, il y a aussi des personnes influentes qui plaident pour une fin rapide des hostilités. Beaucoup de militaires ne savent pas ce qui va se passer ensuite. Certains confirment ce dont nous avons parlé. De nombreux soldats sont fatigués et espèrent une démobilisation dans les prochains mois. La situation sur le front, où il n'y a pas d'avancée significative et où les pertes sont très importantes en raison de la nature actuelle des combats, a un impact négatif sur la motivation. D'autres attendent la mobilisation.
Ainsi, ces derniers jours, Valéry Gerasimov est d'humeur joyeuse et raconte à ses proches collaborateurs qu'il y aura 2 vagues de mobilisation cette année. La première d'entre elles aura probablement lieu dès cet été. Et vous, qu'en pensez-vous que choisira Poutine ? Écrivez en commentaire 1 si vous pensez que la Russie va continuer à faire la guerre pendant encore 10 ans, ou 2 si vous êtes convaincu que le dictateur russe cherchera tout de même à mettre fin au plus vite à la guerre qu'il a lui-même déclenchée. Tandis que la Russie mise sur le nombre de soldats, l'Ukraine change le principe même de la guerre. Des drones qui frappent déjà des centaines de milliers de cibles, des frappes en profondeur, la destruction de la défense anti-aérienne et un système que même l'ennemi tente désormais de copier. Analyse des principales déclarations du commandant des forces de système sans pilote, Robert Brovdi Madiar, sur la façon dont l'Ukraine construit en pleine guerre l'armée du futur. Aujourd'hui, les forces ukrainiennes de système sans pilote ne sont plus simplement un soutien à l'infanterie. C'est une structure distincte qui change progressivement le principe même de la conduite de la guerre. Robert Brovdi, plus connu sous le nom de Madiar, a en fait montré comment l'Ukraine construit un nouveau système militaire en pleine guerre. Notre tâche est d'éliminer les pilotes ennemis. Notre tâche est de limiter la logistique des déplacements en dehors de notre champ de connaissances, les mouvements de personnel, la préparation des assauts et de restreindre les évacuations. Des chiffres qui semblaient encore récemment relevés de la science-fiction deviennent aujourd'hui la nouvelle réalité du front. Plus de 300 000 cibles atteintes depuis la création du groupe en 11 mois, c'est aussi une information très transparente. Je dirais l'essentiel. La profondeur moyenne de destruction du personnel ennemi à ce jour ne dépasse pas 1500 mètres à partir de la ligne de front. En fait, nous travaillons littéralement sous leurs pieds. Et le nouvel objectif est d'atteindre l'élimination stable de jusqu'à 12 000 militaires russes chaque mois. Aujourd'hui, c'est précisément l'utilisation des drones qui devient la principale composante des actions réussies des forces de défense ukrainiennes. Cela permet de neutraliser l'avantage de l'occupant en effectif, en blindés lourds et en moyens de destruction. Dans le même temps, Madiar ne parle pas seulement du nombre de drones. L'accent principal est mis sur la systématisation. Les forces des systèmes sans pilote sont déjà intégrées dans les corps d'armée afin de renforcer rapidement les secteurs les plus difficiles du front et d'opérer en profondeur opérationnelle. Des représentations des forces de systèmes sans pilote sont déjà déployées dans plus de la moitié des corps d'armée. La première priorité est de combler les brèches là où c'est critique. La deuxième priorité est de faciliter et d'aider à l'intégration de missions contrôle, afin que toutes les unités enregistrent électroniquement chaque mission de vol effectuée sur le champ de bataille. Un autre indicateur qui souligne l'efficacité du système est le taux de confirmation des frappes. Dans les SBS, il dépasse 99%. Si nécessaire, on exige du pilote une reconnaissance supplémentaire, l'obtention d'informations additionnelles confirmant la destruction. C'est pourquoi le taux de validation des frappes par les unités du groupement dépasse 99%. Dans la 414e brigade, le taux de refus est inférieur à 1%. Il y a eu un mois où ce taux de refus était de 0,2%. Un autre facteur critique, la profondeur des frappes. Aujourd'hui, la zone d'efficacité des drones ukrainiens atteint des records sur de nombreux axes. C'est précisément cette distance qui forme la soi-disant zone grise, que l'on appelle désormais à la mode la kill zone. À ce jour, j'estime qu'elle varie selon les secteurs de 25 km et plus. La Russie maintient un niveau élevé d'effectifs sur le front, mais le rythme de la mobilisation n'augmente pas de manière significative. Il me semble que puisqu'il n'a pas mené d'opération de mobilisation et n'a toujours pas déclaré une guerre totale, il ne s'y résoudra pas avant l'automne. Il va travailler avec le contingent dont il dispose. Et cela représente plus de 700 000 personnes le long de la ligne de front. Dans le même temps, l'Ukraine mise non pas sur la quantité, mais sur l'efficacité de chaque élément du système. Dans les forces des systèmes sans pilote, des indicateurs précis d'efficacité sont même établis. Une brigade de drones détruit l'infanterie de 2 brigades d'infanterie mécanisées chaque mois de l'année. Ensuite, un nouvel objectif a été fixé que le groupe élimine chaque jour une unité d'assaut complète d'un bataillon d'assaut ennemi. Aussi étrange que cela puisse paraître, la Russie essaie actuellement de copier le système ukrainien de forces de drones. Ils copient en fait la franchise existante du groupement des forces de système sans pilote. C'est pourquoi, en fait, ils ont de l'expérience dans certains domaines, mais dans la plupart des cas, ils essaient de nous voler quelque chose, de le détourner et de suivre une voie déjà prête et éprouvée. Après que les drones sont devenus l'un des facteurs clés de cette guerre, l'armée russe a commencé à réorganiser ses propres unités.
l'expérience positive du côté ukrainien, tant en ce qui concerne le ralentissement de l'avancée sur la ligne de contact directe que l'utilisation réussie de drones pour détruire des moyens aérodynamiques de frappe est prise en compte et en conséquence mise à l'échelle par l'armée du pays occupant. Un autre élément important dont parle Madiar, les frappes contre la défense anti-aérienne. Selon lui, depuis le début de l'année, 134 cibles de la défense anti-aérienne ennemie ont déjà été détruites. C'est justement un exemple frappant de la création d'un corridor permettant le déplacement sans entrave et l'atteinte des objectifs par un grand nombre de moyens directement en profondeur sur le territoire ennemi. L'Ukraine continue de développer et de renforcer ses forces de système sans pilote, augmentant la portée et l'efficacité de ses frappes. Des frappes en profondeur encore plus puissantes sont à venir, ainsi qu'une nouvelle évolution de la situation sur le front. Les cibles militaires, les installations du complexe militaro-industriel et du complexe énergétique et pétrolier ont été, sont et resteront prioritaires. En conséquence, ce sont des objectifs militaires légitimes et ils doivent brûler sur tout le territoire du pays occupant en tant que cible prioritaire. Et encore un peu de bonnes nouvelles. La Hongrie transférera à l'Ukraine ce week-end les indemnités de départ des ministres du gouvernement de Viktor Orban qui ont démissionné. L'argent sera versé à un orphelinat dans le village de Velika Dobron, en Transcarpathie. C'est ce qu'a déclaré le nouveau Premier ministre hongrois, Péter Magyar. Il a averti les ministres qui ont détruit la Hongrie et l'ont plongé dans la dette de ne même pas penser à prendre cet argent. Selon lui, compte tenu de l'état dans lequel ils ont laissé le pays, c'est le minimum qu'ils puissent de faire. En incluant les adjoints, la somme atteint entre 2 et 8 millions d'euros. Et que pensez-vous d'un tel geste de la part de la Hongrie ? Écrivez vos avis dans les commentaires. Je lirai vos messages avec attention. Quelle nouvelle! À peine Donald Trump est-il revenu de Chine après sa rencontre avec Xi Jinping qu'il donne déjà des interviews et annonce des choses vraiment inattendues. Écoutez bien, selon les propos du président américain, les États-Unis ne défendront pas Taïwan en cas de guerre avec la Chine. Et les livraisons d'armes à l'île sont pour l'instant suspendues, car ils veulent eux-mêmes déclencher une guerre contre la Chine. De plus, Trump s'est opposé à l'indépendance de Taïwan et a appelé les fabricants locaux de puces à transférer leur production aux États-Unis. Une réponse officielle de Taipei n'a pas tardé à suivre ces déclarations retentissantes de Trump. Taïwan est un État démocratique indépendant et souverain et n'est pas sous l'autorité de la Chine. Je rappelle que la Chine considère Taïwan comme son territoire et s'oppose depuis longtemps à la vente d'armes américaines à l'île, ce que Pékin considère comme une ingérence dans les affaires intérieures du pays. Les États-Unis, malgré l'absence de relations diplomatiques officielles avec Taïwan, restent le plus important soutien international de l'île et son principal fournisseur d'armes. Peu de temps après Trump, Poutine s'est également préparé à se rendre en Chine. Le Kremlin a officiellement confirmé la visite du tsar en Chine les 19 et 20 mai. Le service de presse a annoncé que Poutine discutera avec Xi Jinping des questions relatives aux relations bilatérales. Ils échangeront également leurs points de vue sur les principales questions internationales et régionales. À l'issue des négociations, il est prévu de signer une déclaration conjointe des dirigeants des deux pays ainsi qu'un certain nombre d'autres documents. Et vous, qu'en pensez-vous? Écrivez votre avis dans les commentaires. Poutine a limogé 2 gouverneurs frontaliers, ceux de Belgorod et de Bryansk, et a nommé à leur place un boucher militaire, responsable d'exactions contre des prisonniers de guerre ukrainiens, ainsi qu'un bureaucrate de la soi-disant RPL qui s'est distingué auprès du Kremlin. La tabatière du Kremlin rapporte des informations d'initiés selon lesquelles la nomination d'Evgueni Savchenko comme conseiller du nouveau gouverneur de la région de Belgorod, Igor Chouvaïev, aura immédiatement plusieurs conséquences clés. Premièrement, Savchenko devra surveiller Chouvaïev lui-même pour s'assurer qu'il ne fasse pas de bêtises. Des interlocuteurs anonymes indiquent également que Chouvaïev a des problèmes d'alcool, mais que ce n'est pas son plus grand souci. Deuxièmement, Savchenko promet de débarrasser la région des proches de Gladkov. Et là, il ne s'agira certainement pas que de licenciements. À Belgorod, on s'attend déjà à des enquêtes sur des détournements massifs organisés par les hommes de Gladkov. Le nouveau gouverneur a pour mission de garantir la possibilité de vivre en ville pendant la période hivernale afin de ne pas avoir à appeler à l'évacuation, comme cela a été le cas l'hiver dernier. Cependant, il est extrêmement difficile d'assurer cela en réalité. Si l'Ukraine continue de frapper les infrastructures critiques.
En tout cas, aucun des experts que nous avons interrogés n'a formulé de prévision positive. Le renforcement de la région avec des systèmes de défense anti-aérienne pourrait aider, mais ceux-ci sont également en pénurie. Attendez, les Russes. La nouvelle élite de Poutine arrive. Il devint gouverneur de la région de Belgorod à l'automne 2020. Et dès le début de ce qu'on a appelé la SVO, sa popularité en tant que dirigeant de la région de première ligne a fortement augmenté. Le 14 mai, Vyacheslav Gladkov a quitté son poste de gouverneur. La décision a été prise. Il a quitté le poste de gouverneur de la région de Belgorod. Je voulais exprimer mes sincères remerciements à notre président, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Vladimirovitch Poutine. Ses pouvoirs devaient se prendre fin en septembre 2026, mais Gladkov a quitté son poste 4 mois plus tôt. Les médias russes ont écrit que la raison de ce départ anticipé était l'état de santé, ainsi que la fatigue due à un rythme de travail intense. Mais il semble que ce ne soit qu'un écran de fumée. Vyacheslav Gladkov n'a pas de problème de santé, mais Vyacheslav Gladkov a des problèmes liés au fait qu'un grand nombre de ses adjoints se trouvent en détention provisoire accusés de corruption. Et, à mon avis, Vyacheslav Gladkov essaie d'éviter leur sort, oui, de faire comprendre à ses anciens subordonnés qu'une nouvelle vie commence, une nouvelle étape. En quittant son poste, Gladkov a fait comprendre au Kremlin qu'il demandait pardon pour les scandales de corruption et qu'il souhaitait éviter des poursuites pénales. À la place du gouverneur de la région frontalière, Poutine a nommé le général Alexandre Chouvaïev. Ce militaire a participé à la guerre russo-géorgienne, à l'opération militaire en Syrie, et il est également devenu un héros de la soi-disant opération militaire spéciale. Il dirigeait la première brigade d'infanterie de la RPD, accusée d'avoir exécuté des soldats des forces armées ukrainiennes qui s'étaient rendus. L'été dernier, Chouvaïev a participé au programme L'heure des héros, dans le cadre duquel des militaires sont préparés à la fonction publique. Et en janvier, il a été nommé vice-gouverneur de la région d'Irkoutsk. Des sources indépendantes ont rapporté que la nomination de Chouvaïev avait été longtemps retardée parce que le militaire s'était tout simplement enivré avant une rencontre avec Poutine. Mais malgré cela, Chouvaïev est le candidat idéal pour le bloc de sécurité du Kremlin. C'est une personne avec une expérience militaire, quelqu'un qui a été à la guerre en Ukraine, quelqu'un qui, ne s'opposera pas à certaines restrictions liées à Internet, oui, je ne sais pas, à diverses formes de blocage. C'est tout à fait une personne de la logique du FSB qui, en quelque sorte, aidera à abattre des drones, par exemple, contrairement à un autre gouverneur civil, pas militaire. Poutine a également limogé le gouverneur de la région de Bryansk, Alexandre Bogomaz. La raison, le Kremlin accusait ce fonctionnaire de son incapacité à réagir correctement aux incursions transfrontalières constantes des forces armées ukrainiennes. À la place de Bogomaz, Poutine a nommé par intérim à la tête de la région Egor Kovalchuk, qui dirigeait auparavant le gouvernement de la RPL dans la région de Luhansk occupée. Actuellement, selon les informations de Kommersant, on propose à Bogomaz un siège à la Douma d'État, tandis que l'ancien vice-gouverneur de la région de Tcheliabinsk et ex-premier ministre de la RPL annexée, Egor Kovalchuk, a accepté de prendre sa place à l'administration de la région frontalière. Une source proche de l'administration présidentielle, un politologue travaillant avec le Kremlin, estime que Kovalchuk, avec son expérience dans la région annexée de Luhansk, a trouvé la proposition satisfaisante. Le politologue ajoute qu'il vaut mieux être gouverneur d'une région frontalière que premier ministre d'un territoire annexé. Le média Meduza. Le remplacement de Gladkov et Bogomaz, ainsi que précédemment du gouverneur de la région de Koursk, Smirnov, arrêté pour détournement de fonds à grande échelle, marque un changement de direction dans les 3 régions russes situées en zone frontalière. Des militaires remplacent les gestionnaires corrompus et ils ne se soucieront guère du sort des simples Russes. Et par ces actions, le Kremlin montre clairement qu'il ne prévoit absolument pas de mettre fin à la guerre. Un Russe sur 5 envisage la possibilité de manifestations de masse dans le pays en raison de la baisse du niveau de vie. La part des citoyens russes qui considèrent possible des manifestations de masse liées à la baisse du niveau de vie dans le pays a atteint 20%. 14% des personnes interrogées estiment également possible des manifestations avec des revendications politiques. Tels sont les résultats de l'étude du Levada Centre.
Les deux indicateurs ont atteint leur maximum depuis juillet 24. Voici les détails. La Russie est au bord de la révolte. Selon les recherches du Levada Centre, un Russe sur 5 est prêt à protester contre la baisse du niveau de vie. Être prêt, c'est une chose, mais la réalité en est une autre. Oui, en effet, la situation à l'intérieur de la Russie est tellement mauvaise que les gens comprennent déjà qu'il est nécessaire de mettre fin à la guerre et qu'ils réalisent que plus la guerre dure, plus leur situation économique se détériore, plus leur situation politique empire. Ainsi, 20% des Russes sont prêts à défendre l'amélioration de leur niveau de vie. Cet indicateur a atteint un niveau record au cours des 2 dernières années. Pour ainsi dire, l'abattage du bétail, les mêmes vaches, c'est plutôt une question économique qu'une question politique. Mais il est clair que de toute façon, les décisions sont prises sur le plan politique. En revanche, la limitation d'Internet est plutôt une question politique qu'économique, bien qu'il y ait aussi un aspect économique à la limitation d'Internet, car cela porte un coup aux petites entreprises. Encore 14% des citoyens russes sont prêts à exprimer des revendications politiques. De plus, la majorité des citoyens associe directement la détérioration de la situation à la position personnelle de Poutine. Et peu à peu, la volonté des gens de participer à des manifestations commence à croître. Il est d'ailleurs surprenant de constater que la volonté de participer à des manifestations politiques augmente même davantage que celle de participer à des manifestations économiques. Néanmoins, au début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, les sentiments protestataires étaient encore plus élevés. Ils sont en train de tuer des Ukrainiens. Ce sont nos propres frères. En février 2022, 29% des Russes considéraient les manifestations de masse comme possibles, 23% étaient prêts à participer à des actions économiques et 18% à des actions politiques. Certains membres du groupe de soutien à Poutine comptaient sur un résultat rapide, un résultat positif immédiat. Pour certains, il semblait que cette conquête de terres étrangères était un résultat positif. D'autres voulaient simplement flatter leur fierté impériale. Oui, maintenant nous allons prendre Kiev, regardez comme nous sommes forts. Mais rien de tout cela ne s'est produit. C'est-à-dire que cette euphorie, semblable à celle de l'annexion de la Crimée, personne n'a pu la ressentir. Et en même temps, d'un côté, il y a les frappes ukrainiennes sur le territoire russe, c'est-à-dire que la guerre est arrivée en Russie même, et de l'autre côté, il y a l'effondrement économique. La montée des sentiments protestataires est liée à la baisse du soutien au pouvoir. Le taux de popularité du dictateur du Kremlin, Poutine, est actuellement au plus bas depuis le début de l'invasion à grande échelle et s'élève à 65,5%. Pour la Russie unie de Poutine, la situation est encore pire. Leur soutien n'est actuellement que de 28%. C'est tout pour aujourd'hui. Mettez un like à cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Ukraine aujourd'hui pour ne pas manquer les prochaines émissions. À bientôt!